Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition presque hebdomadaire de Gotchard, votre balado d'actualité automobile. Cette semaine, on a une émission un peu spéciale parce qu'on vire ça à l'envers. Moi, cette semaine, je ne fais pas d'essai, je vais plutôt me concentrer sur les nouvelles du monde de l'automobile. C'est moi, en fait, qui va faire l'essai cette semaine de deux voitures électriques que j'ai eu la chance d'essayer, la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5, puis je pense que vous allez vous rendre compte que j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors, mon cher William, bien heureux de voir que cette semaine, on inverse les rôles, on fait quelque chose de différent. C'est toi qui vas faire l'essai. Moi, je vais parler de nouveautés un peu plus tard à la fin de l'émission, mais je dois dire aux gens que les essais dont tu vas nous parler, en tout cas, il y en a un des deux que je suis très heureux que tu aies fait parce que tu as été, disons au minimum, un peu fatigant avec ça, et c'est celui d'une des deux voitures dont tu nous parles aujourd'hui. Oui, c'est la Ioniq 5, je sais à laquelle tu fais référence, tout à fait, mais en fait, c'est pas vraiment de ma faute, là. Il faut que je le dise. Les gens de Hyundai m'ont amené voir leur centre électrique avec toi, comme on en a parlé il y a quelques épisodes déjà, hein. Puis je l'ai vu, puis quand j'ai vu le design un peu pixelisé, techno, comme ça, c'est vrai que je suis quand même un peu tombé en amour avec, hein. T'es trop influençable, c'est ça ton problème. Mais est-ce que c'est vraiment être influençable quand on trouve quelque chose beau, tu sais? En tout cas, c'est pas juste à cause de ça. C'est pas juste à cause de ça. Je l'aurais trouvé belle de toute façon, mais ne commençons pas par ça. Commençons par la Kia EV6. Hein? C'est quand même celle-là que j'ai eue pour la première fois il y a 2 semaines. D'ailleurs, on se posait la question avant l'émission, est-ce que c'est la Kia EV6 ou le Kia EV6? Puis moi, je t'avais envoyé la page avec les spécifications dont le titre, c'est la Kia EV6. Hein? Eh bien, si on va sur la page du modèle, le titre, c'est le Kia EV6. Alors, je pense que la réponse, c'est qu'on s'en fout. C'est un véhicule non genré. Euh, Ouais, ça, Yell, voilà. Non, mais je pense que ça veut dire qu'on s'en fout, hein. Mais tout ça pour dire que Parce qu'en les Kia EV6, en théorie, on va quand même préciser que normalement, ça va avec le style de modèle. Donc, c'est un utilitaire, ça devrait être un. Mais en même temps, on ben, parle d'une Kia la plupart du temps. même c'est un véhicule utilitaire, hein. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc c'est un véhicule. Mais ouais, mais en fait, souvent, il y a des compagnies qui t'écoutent pas. Hein. Toutes les Subaru, c'est la Mach-E aussi, parce que c'est une Mustang. Donc ça, c'est bien en théorie. Tout ça pour dire que j'ai eu la chance d'essayer là où le Kia EV6, j'ai eu la chance d'essayer aussi une version quand même assez performante. C'est d'ailleurs ça l'attrait du EV6 versus l'Ioniq 5. Hein. Je parlais du côté techno de l'Ioniq 5, la personnalité de l'EV6, c'est plus quelque chose qui va être sportif. Juste au look, là, on le voit. On a un véhicule qui a un design qui est pas mal plus aérodynamique, avec des courbes plus simples. On parle pas de quelque chose qui va être un peu plus angulaire, là, comme l'Ioniq 5. C'est un goût qu'on a ou qu'on n'a pas. Là. Moi, personnellement, je ne trippe pas particulièrement là, sur ce look-là, justement qui se veut un peu futuriste avec aucun angle, l'air, les prises d'air en avant. C'est un genre, hein, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vraiment plus ça, là. Puis on le ressent au volant. C'est quand même 320 chevaux de puissance sur son moteur. On parle d'une batterie quand même, d'un moteur plutôt qui est capable d'offrir 446 livres-pieds de couple. Mais parlant de la batterie, c'est aussi 441 km d'autonomie électrique. Donc c'est quand même quelque chose là, qui est capable de tenir assez longtemps. Surtout si je le compare à mon autre essai que j'ai fait par le passé de voiture électrique, qui était la Mazda de Ouais. 150 km. Ouais, ben là, c'est pas tout à fait pareil, là. Là, tu tombes dans un autre monde avec le 160 km de la MX-30, là. C'est sûr, mais quand on y pense, hein, le prix est quand même
pas si différent que ça entre la Mazda à 150 km. C'est sûr que moi, là, avec la traction intégrale, autonomie prolongée, celle que j'avais est aux alentours de 57 000, mais de base, les deux véhicules, là, on parle d'autour de 48 000. On n'oublie pas aussi que là-dessus, il y a des rabais gouvernementaux. Ça fait quand même un prix qui est pas trop loin de ce qu'on pourrait avoir là, dans des véhicules à essence du même genre. Ouais, c'est sûr que ça demeure quand même des véhicules qui ont un format particulier, là. C'est encore quelques milliers de dollars de plus, mais je te dirais que le rattrapage entre l'essence et l'électricité, on est pas mal rendu là. Juste un petit détail sur ton design. Je te rappelle quand même, parce que j'ai un petit côté chauvin, que le designer de la Kia EV6, c'est Karim Habib. Karim Habib, c'est quand même un Montréalais d'origine. Non, pas d'origine, mais il a vécu longtemps à Montréal. Donc, on a un petit côté québécois, montréalais dans la Kia EV6 qu'on n'a pas dans l'Ioniq 5. Juste petite précision en passant. Ah, yeah, c'est vraiment le fun de le savoir, hein? C'est cool de voir qu'il y a quand même des Québécois un peu partout. Même s'il est peut-être pas québécois d'origine. Mais ouais, en gros, comme j'ai dit, c'est pas une voiture LED, là. Loin de là. Puis c'est pas. J'espère que j'ai pas sonné comme ça. C'est plus quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas, là. C'est juste que là, si on fait la comparaison entre les deux, c'est certain que c'est ça qui m'a accroché, le design de l'Ioniq 5. Je serais bien mal à l'aise de dire que là, finalement, j'ai préféré l'autre. Mais tout ça pour dire que, quand même, là, au niveau de la conduite, je l'ai bien aimé. C'est assez sportif. On le sent quand on entre sur l'autoroute. C'est quand même assez puissant. C'est très agréable à conduire. Comme tous les moteurs comme ça, là, électriques, ça a une accélération assez puissante. C'est surtout très doux. Hein? Donc, pas de changement de vitesse, quoi que ce soit. C'est très doux. On met le pied dans le fond. On passe de 0 à 100 km/h assez rapidement. Il y a juste une chose. Il y a une chose. Et je sais que tu me vois venir parce que tu m'as entendu chialer tout le long que je l'ai essayé. Je pense que c'est un problème juste pour les grandes personnes. Parce que toi, tu ne m'as pas dit que tu avais eu ce problème-là, mais la cabine était faite d'une façon que je pouvais pas voir mon angle mort du côté conducteur. Parce que j'avais le pilier B, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais le pilier qui me cachait la vue carrément, et peu importe comment je me plaçais, j'ai avancé, reculé mon siège, penché vers l'avant, penché vers l'arrière, bien sûr dans la mesure du sécuritaire, peu importe ce que je faisais, j'ai jamais été capable de faire un angle mort qui était convenable, puis honnêtement, ça m'a donné quasiment peur de prendre l'auto parce que j'avais pas envie de juste devoir naviguer aux instruments un peu puis faire confiance au détecteur d'angle mort. Hein? C'est pas parfait, ces petites affaires-là, même si c'est super pratique. Je m'en suis servi, je me suis rendu sain et sauf à bon port, mais disons que quand ma blonde est allée la stationner pas trop loin pour me dépanner, elle a pas eu de problème, elle m'a dit j'ai pas eu de problème, j'ai fait mes angles morts correctement, fait que je me suis dit c'est vraiment probablement juste à cause de ma taille, mais pour moi c'est carrément dangereux à utiliser, donc peut-être au moins rentrer dedans, savoir si ça vous fait ça ou pas. Tu vois, j'ai passé le week-end, il n'y a pas tellement longtemps, au salon de l'auto électrique à Saint-Hyacinthe, et on était juste en face du kiosque Hyundai Kia, et il y avait la Kia EV6 qui était là, et c'était frappant de voir que tout le monde qui faisait plus de 6 pieds 1 avait exactement le même problème que toi. Les gens s'assoyaient à l'intérieur et sortaient en disant on voit rien aux trois quarts arrière. Quand on se tourne, on a de la misère. Alors que les gens qui étaient, mettons, d'une taille normale comme la mienne, avaient moins de difficultés avec la visibilité. Donc, c'est un point effectivement intéressant à soulever parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai remarqué, mais je suis content de voir que c'est pas nécessairement approprié à tout le monde. On va juste préciser d'un point de vue technique, la EV6, tout comme la Ioniq 5 dont tu vas parler, tu parlais de la batterie tantôt, il faut savoir qu'elles sont toutes les deux bâties sur la même plateforme, la EGMP, qui est la plateforme qui sert de base aux Coréens. En fait, il y a aussi la GV60 qui l'utilise du côté de Genesis. Donc, c'est une plateforme partagée avec une architecture de 800 volts qui permet notamment des recharges rapides et ultra rapides. Quand on va sur les bornes de recharge publiques, là, ça peut aller jusqu'à 250 ou 300 kW dans le cas de la recharge. Donc, ça a la même infrastructure, la même architecture. Littéralement, on a changé l'emballage,
mais la base est la même pour les deux véhicules. Donc, je trouve ça intéressant que tu compares les deux une semaine à l'autre parce que, justement, tu vas être en mesure de déterminer si ben, c'est agréable ou pas, laquelle des deux est la plus agréable et laquelle des deux, pourquoi elle est plus agréable. En termes de conduite, j'avoue que c'est difficile, hein, justement pour la raison que tu viens de dire. Le feeling est quand même similaire, puis les conduire les deux une semaine, une de même après l'autre, on le sent quand même que c'est pas mal moins, même je dirais entre le Kona puis l'Elantra qu'on a essayé plus tôt dans l'année, je trouve qu'il y avait une plus grosse différence quasiment entre les deux en termes de conduite, de feeling entre le V6 puis l'Ionix 5. C'est vraiment juste des raisons de design qui, spoiler, hein, j'ai préféré l'Ionix 5, qui font que j'ai préféré l'Ionix 5. Attends, faut que je fasse ma face surpris, là. Écoute, sans vouloir être plate, je pense que je l'ai dit il y a 3 épisodes que je l'ai préféré l'Ionix 5. Mais ouais, honnêtement, le feeling de conduite en tant que tel est vraiment pareil. C'est plus dans l'expérience d'utilisation, vraiment. Puis c'est là que j'en viens un peu. En termes de chargement, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très rapide, là. Borne de niveau 2, c'est 7 heures à peu près pour faire le chargement complet. Puis, si on parle de chargement rapide, là, à 350 kW, on parle de 10 à 80% en 18 minutes. Ouais. Écoute, les 350 kW, il y en a très peu au Québec. On est plutôt limité à 300 actuellement et même à moins que ça. Mais c'est vrai que c'est très, très efficace. Pour l'avoir essayé aussi, je peux te dire que c'est très, très efficace. La dernière chose que j'allais dire sur l'expérience utilisateur, si on veut, c'est plutôt l'aspect technologique, d'accord? Parce que comme je disais plus tôt, la Ioniq 5, c'est vraiment ça, son fort. C'est vraiment ça, son appel. On dirait juste au look, hein? Ça rappelle la technologie, ça donne un peu un aperçu. Tandis que la EV6, c'est un peu plus peut-être monsieur, madame, tout le monde en termes de technologie. C'est parfaitement efficace, c'est parfaitement fonctionnel. J'ai rien à dire, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu quoi que ce soit. J'ai branché mon téléphone, le Apple CarPlay fonctionnait. Un gros écran, je pense que c'est 12 pouces, là, oui, 12,3 pouces l'écran en plein milieu, donc un gros écran. Vraiment, j'ai rien à dire de mal, mais j'ai rien à dire vraiment de particulièrement bien non plus. Mais bon, c'est déjà mieux que la plupart des véhicules que j'ai pu faire l'essai avec toi, où habituellement on dit que l'infodivertissement était un peu à retravailler. Donc, au moins, félicitations Kia, le vôtre fonctionnait très bien. Faut aussi parler un petit peu peut-être de l'espace de chargement arrière. Dans la EV6, bon, il est intéressant, mais il est moindre à cause justement du design. Et bon, tu le dis, l'ergonomie, la façon dont les commandes sont placées. Tu vois, moi, je trouvais le V6 plus intuitive. Je trouve qu'elle ressemble plus à une voiture ordinaire, même si c'est très moderne, là. Je trouvais que la façon dont les commandes étaient positionnées ressemblait plus à une voiture ordinaire. Alors que, et là, tu y viens, là, c'est le temps de nous parler de ta favorite, William. Parle-nous de la Ioniq 5. Oui, absolument. Peut-être en terminant sur le V6, je pense que le gros problème, là, c'est qu'elle est trop basse. Je pense que c'est le problème pour tout ce que j'ai dit. En arrière, pour avoir l'air un peu plus sportive, t'as moins d'espace. J'avais la tête qui touchait presque au plafond. C'est ce qui fait que j'ai eu de la misère à me tourner. Puis en arrière, bien sûr, c'est pas le même design du tout. Pour avoir l'air plus sportive, faudrait juste que ce soit une Ioniq 5, en fait. Je pense que c'est ça que je veux dire. Faudrait juste un design un peu plus grand, peut-être un peu plus espacé à l'intérieur de l'EV6, puis je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Là, on arrive de l'autre côté où là, tout est espacé. Il n'y a pas de contrôle au niveau de l'appui-bras, aucun ou presque là. Les contrôles sont plutôt au niveau de l'écran, comme tu disais. Puis ça, c'est, je dirais, la grosse particularité de l'expérience. Quand on parle de technologie, là, on a vraiment plus l'impression d'avoir un iPad dans sa voiture qu'avec un truc comme le V6, là, qui ça est encore comme un système relativement standard. Je dis ça parce que tout ou presque se contrôle par des genres d'applications à l'intérieur du système d'infodivertissement, notamment entre autres, et ça l'a causé un petit peu de confusion au début, les sièges chauffants.
Parce que tout le reste de la climatisation, de la ventilation, c'est la seule chose pratiquement qui reste en fait sur le tableau de base. C'est presque juste la climatisation. Ça, on peut encore la contrôler comme d'habitude. Mais tout ce qui va être pour les sièges chauffants, on est habitué bien sûr avec les médias, mais il y a tellement d'options là. Il y a vraiment plusieurs pages de choix de différentes options qu'on peut faire. Et c'est vraiment en plus un sentiment d'aller chercher les différentes applications dont on a besoin pour les utiliser. C'est vraiment clairement aussi avec un design qui rappelle plus les trucs Apple, un design un peu plus, je dirais, moderne, avec le fond blanc qui change pour le fond foncé, là, avec tout en plat, là. Donc, en aplati, là, en couleur aplatie, voilà. Donc, c'est vraiment un design qui est un peu plus Apple-esque. Je sais pas comment le dire d'autre, là. Mais c'est vraiment ça. On a l'impression d'être dans une voiture Apple. Puis, moi, c'est un sentiment que j'ai beaucoup aimé. Il y a des boutons un peu partout. On a l'impression qu'on peut faire des expériences un peu. Puis ça, c'est quelque chose que je rechercherais personnellement si j'avais un modèle à m'acheter. Puis là, après ça, il y avait ma blonde à côté qui voulait aller au Ikea et qui, elle, parlait plus de l'espace intérieur. C'est vrai qu'il est quand même pas mal plus grand que dans le V6. J'ai été surpris à la fois à l'intérieur de l'habitacle. J'étais un petit peu moins proche du plafond sur celle-là en tant que conducteur, mais surtout en arrière. J'ai été vraiment impressionné. On a amené pas mal de stock là, depuis Montréal. On a amené plusieurs sacs, des choses à déménager, le chat à l'arrière, puis tout a rentré. Puis en fait, tout a rentré et on aurait pu en mettre encore par-dessus quand on pensait qu'on allait avoir besoin de mettre des sacs en arrière en s'étant justement basé sur le V6 qu'on avait la semaine d'avant. Finalement, pas du tout. J'ai été vraiment impressionné. Puis même la personne, la dame journaliste là, qui avait un enfant à qui j'ai discuté, qui l'avait essayé la semaine d'avant, a dit la même chose. Donc c'est maman approved, du moins selon celle à qui j'ai pu parler. On a vraiment beaucoup d'espace en dedans. Là. Puis aussi l'autre aspect, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est technologie, je le répète. Puis les modes de conduite, je trouve qu'ils sont vraiment intuitifs de la façon qu'ils sont montrés, puis ils sont assez efficaces. Parce que j'en ai essayé certains avec toi où les modes de conduite, tu les sens pas vraiment, là, hein? Non, des fois, c'est plus théorique que pratique, là. Ouais, c'est ça. Mais ils chargent, par exemple, hein? Ça, par exemple, ils sont en option. En tout cas, mais ça, je suis obligé de dire que Hyundai, ils ont pas niaisé, parce que la différence entre le Eco, le normal, puis le sport, là, même pas besoin d'accélérer, juste quand on pèse sur le bouton, on sent la différence dans la rigidité des suspensions, dans le frein, dans l'accélération. Peu importe le choix qu'on prend, on le sent aussi dans l'autonomie. Hein? J'ai pas parlé de l'autonomie, mais on parle de 414 km sur la version que j'avais, qui est la version Preferred, traction intégrale, longue portée. Donc le maximum qu'on peut avoir, c'est longue portée, mais pas traction intégrale, avec 488 km. Puis en termes de motorisation, comme on disait, là, en termes de puissance, on reste très similaire là, avec 320 chevaux et 446 livres-pieds. C'est exactement la même chose que le V6. C'est pareil à le V6. Ce point de vue-là est là. La différence, en fait, tu l'as dit depuis le début, la EV6 est un peu plus sportive dans son approche. La Ioniq 5 est plus familiale, hein? Approuvé par les mamans et par notre grand étudiant. Donc, mais la conduite, effectivement, elle est différente. Les modes de conduite, je dois dire, dans la EV6 sont aussi... Il y a aussi autant de différences. Mais j'avoue, dans l'Ioniq 5, c'est vrai que c'est particulier. Et l'espace intérieur de l'Ioniq 5, c'est incroyablement efficace. Honnêtement, c'est surprenant tout ce qu'on peut rentrer. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé de l'Ioniq 5 versus le V6, les modes de conduite, comme tu dis, c'est
à toute fin pratique la même chose, là, mais je les ai pas mentionnés sur le premier. Mais vraiment, c'est que c'est plus intuitif en termes de représentation. Je trouve que le design, l'infographie même, si on peut appeler ça comme ça, hein, elle est juste meilleure sur l'Ion X5, du moins pour ce que moi je suis habitué, hein, avec justement tout ce qu'on est habitué aujourd'hui. On travaille ensemble sur des trucs sur Facebook, ça ressemble à l'interface de Facebook presque, là. Ce look-là très techno, très corporate auquel on est habitué, moi je trouve que c'est très visuel, tandis que le V6, on va être dans quelque chose qui est plus conventionnel. Donc je pense que vraiment, au bout du compte, là, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur mes deux essais, si ce n'est que l'aspect, comme je disais, de l'angle mort de l'EV6, là, qui vraiment, ça, c'est un bug qui est très personnel, mais qui est quand même, je trouve, important à souligner. Mais et sinon, qui n'est pas du tout présent dans l'Ion X5 à cause du design qui est oui. plus carré, qui est beaucoup moins profilé que le V6. C'est important de le Oui, c'est souligner, ça. là. C'est ce que je voulais dire un peu par comme trop basse le V6. Parce que même chose à l'arrière, on a de l'espace en arrière en tant que passager. Je me suis assis en arrière avec le chat, donc je peux le dire. On a vraiment de l'espace là. Justement, j'avais pas l'impression d'avoir la tête à côté sur le plafond. Tandis que dans le V6, même assis en avant, j'avais un peu cette impression-là. C'est vraiment juste une question de taille selon moi, mais ça vient un peu avec la philosophie, hein. La plus sportive va être, comme tu dis, plus profilée, un peu plus, disons, agile. C'est pas nécessairement le but de l'Ion X5, mais rendu là, c'est vraiment plus des préférences personnelles pour quelque chose qui est pas mal pareil au bout du compte. Et on rappellera aux gens que les préférences personnelles, dans ton cas, sont assez évidentes et s'en vont directement du côté de l'Ion X5. Ben, c'est sûr. Mais, encore une fois, c'est simplement à cause de mon amour de la technologie, parce que j'entends déjà même ma mère, j'allais dire ma grand-mère, mais même ma mère, je l'entends sacrer à demander où est-ce qu'ils sont, les maudits pitons. Je peux concevoir que c'est pas le choix optimal pour tout le monde, mais moi, disons que on est parti de chez mes beaux-parents en leur disant c'est pas la dernière fois que vous allez l'avoir dans votre cours. Parce que je pense que ça va être l'achat quand il sera temps. Ben, quand même, c'est intéressant à savoir. Alors écoute, merci William, je trouve ça super intéressant, effectivement, comme comparaison, très agréable et un essai assez complet. C'est le fun que tu as eu l'occasion de pouvoir les tester autant en milieu urbain qu'un peu en région. Là, je sais que tu es venu à la maison Ouais, on a avec fait de la l'Ion route, X5. on a fait de la route en masse, là, puis je peux dire que on n'a pas eu de problème non plus avec la recharge ici à Montréal. C'est sûr que c'est plus simple sur les recharges publiques, mais même quand on le fait sur ta borne à la maison, assez rapide. Donc vraiment là, avec quelque chose comme 400 km, je dirais que j'aurais bien de la difficulté à imaginer une situation autre que genre un road trip où je serais dans le trouble à cause de ça. À ton tour, parle-nous de l'actualité. Ouais, là, on va parler plus des nouvelles, en fait, parce que il y a effectivement eu beaucoup quand même de développement au cours des derniers jours dans le monde de l'actualité automobile. Et un des développements qu'on attendait beaucoup, c'est l'arrivée du nouveau Ford Escape 2023. Pourquoi? Ben, évidemment, parce que tu auras compris que le Ford Escape, c'est un des véhicules les plus vendus dans sa catégorie, toujours très populaire. C'est un véhicule qui date de quelques années dans son format actuel. Il était dû pour un peu un petit lifting, là, une petite séance de rajeunissement, ce qui est le cas. On a refait la partie avant, refait la partie arrière. On a modifié l'intérieur aussi. On arrive avec un nouveau modèle, le ST Line, qui est un peu plus dynamique. La vraie nouvelle, et ça va te faire plaisir, c'est qu'on a changé le petit écran à l'intérieur pour un écran de 13,2 pouces avec le système Sync 4. Alors qu'auparavant, on était dans Sync 3. Donc, moi, j'aime bien Sync 4. Un peu plus complexe d'utilisation, mais quand tu l'as maîtrisé, il est vraiment très efficace. Ben, je pense Donc, on s'en va parler en général, hein. Désolé de te couper, mais peu importe avec l'Ion X5 ou la BMW que j'avais essayé plus tôt dans l'année, ou peu importe, on s'en va vers des systèmes comme ça, non? oui, absolument. Là, c'est sûr. De plus en plus, là, on s'en va vers des iPads imposés à l'intérieur de la console centrale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, parce que parfois, on a tendance à mettre l'écran un peu trop surélevé, puis on a l'impression qu'il a été installé tu sais, un vendredi après-midi, le gars, il a oublié de mettre un écran, puis il a décidé de le mettre là. La maquette, ça fait ça, hein? Ouais, La ça donne maquette un est peu. vraiment en plein milieu, on dirait un menu de restaurant, quasiment une bonne, Ouais, là. c'est assez incroyable, effectivement. Mais bon, alors tout ça pour dire que le système Sync 4 maintenant arrive sur le Ford Escape, ce qui est une bonne nouvelle.
Quant à tout ce qui est mécanique, ben on n'a rien changé. C'est pas compliqué, hein? On a réglé le problème, on a gardé la même chose. Donc, le même moteur 2.5, le même moteur turbo 1.5, la même motorisation hybride branchable. On n'a donné aucune donnée s'il y avait des changements techniques. Oui, il y en a en fait. Hein? L'hybride branchable va être moins puissante avec seulement 210 chevaux au lieu de Ouais. 221. C'est Ouais, le c'est seul ça. changement. C'est le seul changement, puis il est plate. Puis il est plate. Effectivement. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est le même moteur. Le Alors, poids, comment ça je fonctionne? sais pas. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi, mais il y a effectivement une baisse de puissance au niveau de la motorisation. On ne gagne pas en autonomie, on ne gagne rien. C'est la même batterie, c'est le même moteur. Alors pourquoi tout d'un coup il devient moins puissant? Je n'en ai pas la moindre idée. Bref. Euh, mais écoute, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il était vraiment, vraiment temps qu'on refasse le visage de l'Escape, là. Je pense que c'est pas du luxe. Il est beau quand même. Là. Oh, L'arrière, je oui. l'aime particulièrement. Le devant, ils ont pas été dans l'originalité la plus absolue. Là. Ça reste assez Ford Escape, mais l'arrière, je l'aime Ouais. beaucoup. Ouais, non, effectivement. Ils ont fait un bon travail de ce point de vue-là. Dans la série des autres renouvellements, ben, il y a Honda qui va nous présenter dans quelques semaines le Accord. La Accord, devrais-je dire, parce que c'est une berline. Non, on l'a dit qu'on s'en foutait. Là. Donc, c'est la Honda Accord. Et comme d'habitude, ben, Honda nous présente des images. Alors, si vous allez fouiller, vous allez voir la partie avant, la partie arrière, un petit peu de l'intérieur. On n'a pas dévoilé toute la voiture, mais on sait à peu près où on s'en va. Ça donne donc un véhicule qui est beaucoup plus allégé, beaucoup plus épuré, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec la Civic. Parce qu'on sait que chez Honda, depuis quelque temps, il y avait tendance à nous présenter des designs un peu torturés, là, des lignes un peu partout. Puis là, on ramène ça à quelque chose de plus simple. Donc, on aura tous les détails dans quelques semaines, mais pour le moment, quand même, il y a une bonne base. Le véhicule dont je voulais qu'on parle le plus, peut-être, c'est le Sierra EV, le GMC Sierra EV, qui est une grande camionnette électrique. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que je ne voulais pas en parler. C'est-à-dire que ils ont annoncé avec tambour et trompette, les caractéristiques, écoute, c'est fou, là. On parle de 754 chevaux, 785 livres-pieds de couple, le fameux système Super Cruise qui va fonctionner sur 600 000 km un peu partout. Euh, il va être capable de se recharger sur les batteries de 300, sur les bornes de 350 kW. Il va avoir une bonne autonomie. Le problème, c'est que tout ça, avec la batterie Ultium, ça va sur le Sierra EV First Edition, qui ne sera pas vendu au Canada. Hey, alors, lui, il arrive en 2024 au Canada avec toutes ces caractéristiques techniques-là, mais on vient nous dire après, ben, le problème, c'est que ça ne sera pas ce modèle-là qui va être vendu au Canada, c'est un autre modèle, fait que les caractéristiques techniques, ce ne sera pas les mêmes. Et est-ce qu'on nous a dit la raison derrière tout ça? Ben, en général, les First Edition sont vendus en édition très, très limitée chez nous. Donc, on fait la même chose avec le EV, mais là, carrément, on ne le vend pas. On le réserve pour les États-Unis. Donc, oui, il y aura un GMC Sierra électrique. Oui, il y aura probablement les mêmes caractéristiques que le Silverado, dont on connaît déjà la base. Mais pour le moment, dans le cas du Sierra, il va falloir attendre pour avoir la confirmation des données techniques parce que on est un an en retard sur les États-Unis. Alors, mystère, mon cher, mystère. Toujours du côté électrique, ça, j'ai trouvé ça intéressant et un peu particulier, c'est Toyota. Toyota, on le sait depuis des mois, depuis des lustres, devrais-je dire, lutte contre les voitures électriques ou presque en disant qu'eux autres ne sont pas rendus là. Ils pensent qu'il y a d'autres options, blablabla. Bla, bla, bla. Ils ont sorti le BZ4X en se faisant tirer les cheveux un peu et les deux oreilles en même temps. Finalement, il y a eu un rappel parce qu'il y avait un problème. Donc, ils ont un seul véhicule électrique, le BZ4X, qui commence à arriver, dont la technologie n'était pas vraiment, vraiment haut de gamme. On parlait d'une autonomie de 360 km maximum. On a parlé largement des difficultés de recharge quand il va faire trop froid, entre autres, sur des bornes rapides. Ça ne marche pas. Bref, Toyota n'était pas dans le mood pour une voiture électrique. Là, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin. Ils ont lancé la semaine dernière
une BZ3. En fait, c'est une petite voiture, une petite berline 100% électrique qui est réservée au marché chinois. Donc, pour le moment, on n'est pas encore dans les grands développements du côté de Toyota, sauf que, en même temps, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin au développement des programmes qu'ils faisaient sur les voitures électriques parce qu'ils ont présenté, rappelle-toi, l'année passée, une belle vidéo avec 30 modèles photoshopés qui étaient supposés arriver d'ici quelques années. Bien, ils ont dit tout ça, pour le moment, on met une pause. On va repenser complètement notre stratégie électrique et on va investir 38 milliards de dollars pour développer notre propre technologie électrique. Donc, Toyota se lance à son tour à plein. On sait que Toyota, ils ont des sous, ils ont des ressources. Oui, ils sont en retard. Je suis assez confiant qu'ils vont être en mesure de rattraper le retard sur les autres. Mais pour le moment, bien évidemment, ils sont un petit peu en retard de ce niveau-là. Mais ce n'est pas cause perdue. Et ils vont arriver bientôt, c'est clair. Donc, on est vraiment dans ce monde-là du côté de Toyota. On a enfin décidé de se lancer à l'assaut du monde électrique. Dernière petite nouvelle avant de passer à un sujet que tu vas apprécier beaucoup. La Kia Stinger, qui est une voiture sportive, pas du tout électrique, que moi j'aime beaucoup. V6 3.3 litres, une vraie sportive au sens large du terme, une grande touring, 4 portes, confortable, dynamique. Eh bien, elle se termine en avril 2023. Il n'y en aura plus. La question que ça soulève, c'est est-ce qu'il va y avoir encore des G70 parce que les G70, ce sont au fond des Kia Stinger rebadgés. Donc, vraisemblablement, ça va aussi s'éteindre du côté de Genesis. Il faut savoir qu'on dit qu'on en a vendu moins de 10 000 en Corée l'année dernière des Kia Stinger, ce qui est vraiment pas beaucoup. Tu en conviendras. Non, en effet. Et enfin, notre dernier sujet, puis je vais en parler rapidement parce que je trouvais ça vraiment intéressant, puis je sais que tu es au courant parce qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est est-ce que vous connaissez votre voiture et êtes-vous capable d'en faire l'entretien? Ça, j'avoue que j'ai été un peu déçu de Ouais. constater. Ben, j'ai été étonné hein, quand tu me l'as envoyé, honnêtement. J'aurais pas cru que les résultats seraient si poches. Hey, écoute, c'est effrayant. Sincèrement, là. Puis on va. En fait, l'idée, là, c'est que c'est la compagnie Cooper, compagnie de pneus, qui a fait un sondage auprès de 2000 Américains pour savoir si les gens connaissaient les voitures, l'entretien et jusqu'à quel point ils se sentaient confortables de faire eux-mêmes l'entretien de leur véhicule. Écoutez, il y a des affaires qui sont absolument catastrophiques, là, mais vraiment catastrophiques. Là. Euh, on les nommera pas toutes parce qu'il y en a vraiment trop, mais c'est quand même fascinant euh, de constater qu'il y a, par exemple, 36% des gens qui n'ont aucune idée comment changer une crevaison. Près de la moitié des gens, oui, qui ne savent pas changer leur huile non plus. Effectivement. Euh, écoute, un Américain sur 5 dit qu'il est incapable de surveiller la pression de ses pneus. Tu sais, les petits manomètres là, pour garder la pression, là, c'est ce qu'on appelle communément un gauge. Euh, les gens disent qu'ils ne savent pas comment s'en servir. Ouais. Ouais. Une personne Euh, sur quatre aussi qui dit qu'il serait pas capable de jumper, de booster son char. ouais, ça c'est aussi assez important, effectivement. Mais même ceux qui sont capables, ils ne se sentent pas confiants de le faire. Parce qu'il y a 47% des gens qui disent qu'ils se sentent assez en confiance pour le faire eux-mêmes, booster leur voiture. Imagine, 30% des gens ne se sentent pas assez en confiance pour ajouter du liquide lave-glace. On est assez dans l'élémentaire, là. C'est pas mal juste ouvrir ton capot puis verser le truc dedans, là, si je ne m'abuse. L'idéal, par contre, c'est de t'assurer que tu le verses au bon endroit, là. Si c'est marqué 710, là, Mhm. vire ton chose de bord, tu vas voir, ça va être écrit oil. Ah, ben oui, hein. Fais pas ça. Ah, ben oui, hein. Mais par contre, je suis obligé de dire qu'il y a juste un petit point avec la méthodologie, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, avec lequel je suis plus ou moins d'accord. Parce que si tu me posais la question, toi, William, là, c'est quoi l'huile qui va dans ton char, je le saurais franchement pas. Je le saurais pas juste de même, là. Je saurais pas comment te dire comment changer l'huile de mon auto vite comme ça. Mais
L'affaire, c'est que c'est le genre d'affaire là, que tu vas regarder un tutoriel sur YouTube, puis 5 minutes plus tard, tu sais comment le faire. Tu fais juste taper le nom de ta voiture, oil, sur Google, puis tu vas trouver la liste des 8 meilleures huiles que tu peux t'acheter, puis pourquoi, là. Ben, ça, c'est vrai pour toi, mais c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Puis moi, je trouve que ça se traduit dans leur étude par un autre élément qui dit que 83% des milléniaux se disent qu'ils peuvent facilement connecter leur téléphone à l'intérieur de la voiture, alors que, attention, c'est seulement 30% des gens de 66 ans et plus. Donc, je pense que là, ça T'as pas encore 66, fait que je rirai pas de toi, là. non, non, moi, je suis capable de connecter mon téléphone. Merci beaucoup. Euh, Surtout quand ça prend un fil, c'est encore plus facile. Non, c'est pas vrai, là. Je suis pas si gnochon que ça. Mais, donc, ça donne une idée. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'effectivement, on se moque beaucoup des jeunes qui ne savent pas conduire, ben 71% des gens qui ont 66 ans et plus disent qu'ils savent conduire manuel, mais il y en a 51% des jeunes de 18 à 35 ans. Donc, c'est seulement 20% de différence. C'est quand même un sur deux qui ne sait pas conduire manuel. Là. Ça, je te dirais que c'est encore plus efficace comme antivol que bien des systèmes que l'on connaît. Quand même, mais justement, l'écart entre les groupes d'âge est pas si grand que ça quand on regarde le reste, là, à part les personnes plus âgées, les 66 ans et plus. À travers le reste des groupes d'âge, l'entretien des véhicules, on parle pas mal de la même fréquence, des mêmes habitudes d'entretien, entre autres pour les pneus, même que les 36-49 ans ont plus de chances d'avoir besoin de nouveaux pneus que les 10, non, en fait, je me suis trompé. De 40% pour les 18-35 et 37% pour les 36-49. Je voulais dire plutôt, il y en a beaucoup plus que les 50-59. Donc, tu as la chance de ne pas avoir besoin de pneus selon ce sondage. Mais en fait, il y a quand même pas beaucoup d'écart, peu importe la catégorie. On regarde entre les, disons, générations Z un peu plus vieux, les millénarios un peu plus jeunes, puis les gens de ton âge, là. Non, effectivement. La réalité, c'est ça. C'est que euh, la plupart des gens ne connaissent pas l'entretien, ne veulent pas le faire eux-mêmes, puis ça va être de plus en plus vrai au fur et à mesure. Puis c'est correct, hein? Je veux dire, il y a des gens qui sont là. Comme je disais à quelqu'un ce matin, si t'es mécanicien dans la vie, tu perdras pas ta job cette année. Puis on comprend pourquoi le CA a 1 million de membres au Québec. Je veux dire, c'est pas Et compliqué. pourtant, 54% des gens ont dit qu'ils étaient intimidés d'aller voir leur garagiste. Fait qu'en quelque part, faut se décider, là. Soit t'apprends à le faire toi-même, soit tu vas voir quelqu'un qui sait le faire. Mais j'imagine que c'est plus par rapport à une autre des statistiques qui disent, là, où il y a juste 19% qui ont répondu qu'ils pensaient qu'ils payaient un prix équitable chez leur garagiste. Fait que c'est probablement un lien avec ça, hein. C'est un peu un cycle vicieux de pas avoir assez d'argent pour le réparer, puis pas être capable, donc rouler avec ça pendant trop longtemps jusqu'à ce que ça finisse par nous coûter 3000$. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, le- on a beaucoup, beaucoup dans l'histoire mis le blâme sur les garagistes, mais honnêtement, là, on va être plus fin que ça, là. Je pense que les gars sont pas fous, là. Ils veulent pas perdre les clients, puis ils veulent pas. Bref. Mais non, tout- justement, mais c'est ce que je voulais dire. C'est par euh, peur de pas y aller, tu finis par aggraver ton problème. Là. C'est comme par peur de pas aller chez le médecin. Là. Si tu y vas au Exactement. début puis que tu règles ton problème, ça va te coûter une coupe de sang puis tu risques d'être bien mieux que si t'attends puis tu pètes ta transmission. Effectivement. Tu as tout à fait raison. Fait que tout ça pour dire que l'entretien automobile, par contre, je vous le dis tout de suite, ne m'appelez pas pour aller faire le vôtre, parce que je ne serai pas plus capable que William ne l'est. Mais moi aussi, je suis capable de trouver des vidéos YouTube pour savoir comment ça fonctionne. J'ai d'ailleurs déjà changé l'huile et changé les freins sur la voiture de ma belle-mère. Fait que Je dis ça, T'as fait tes j'ai preuves. fait mes preuves, mais quand j'ai une crevaison, j'appelle le CAA comme tout le monde. Bon. Alors, c'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine, William. Je te remercie beaucoup parce que j'apprécie vraiment le fait que tu aies fait des essais cette semaine. Et bien sûr, on vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et autrement. Vous pouvez aller aussi sur bien sûr le site gotchar.com, sur la page Facebook gotcharpodcast.com ou encore nous écrire à gotchar.podcast@gmail.com pour avoir des questions, des réponses à vos questions et non pas des questions à vos réponses. Peut-être que nos épisodes amènent plus de questions que de réponses des fois. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on est bon là-dedans, pareil. Mais bon, alors, donc, on vous invite à nous suivre. Et là-dessus, mon cher William, je te dis
Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le prochain essai, c'est la Mac E. Godchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.